Salut à vous qui regardez cette chaîne Smart SVT et particulièrement cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la traduction d'un exercice sur la pollution que j'avais proposé en 2015 et qui a été accepté et donné à l'examen national. Bien sûr, cette unité, c'est-à-dire la pollution, va intéresser uniquement les élèves de l'option PC. Les objectifs de ce type de vidéo, de ce type d'exercice, c'est bien sûr toujours s'entraîner à répondre aux questions de la partie 2, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc passons sans plus tarder à l'intro. Voici la première partie de l'exercice, si vous voulez prendre une capture d'écran. Sinon, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter, je peux vous envoyer l'exercice, l'énoncé avec le corrigé. Voici la deuxième partie, le temps de prendre une capture d'écran. Et on passe aux détails. Pour approvisionner la population en eau potable et répondre aux besoins industriels et agricoles en eau, le Maroc a instauré une politique de construction des barrages. Or, les eaux de certains barrages sont dans un état de pollution qui les a rendus impropres à la consommation et exigent leur traitement. Pour mettre en évidence quelques aspects de la pollution des barrages et les mesures prises pour lutter contre cette pollution, on propose les données suivantes. En 1993, on a mesuré certains paramètres physico-chimiques des eaux du barrage Smir dans la région de Tétouan, ce qui a permis d'obtenir les résultats résumés dans la figure A du document 1. La figure B du même document présente les normes internationales de la qualité de l'eau. Voici les deux figures du document sous forme de deux tableaux. La première question, déterminer en exploitant les deux figures du document 1 la qualité des eaux du barrage Smir. Alors on nous demande d'exploiter les documents et déduire la qualité de l'eau du barrage. Passons à l'exploitation du premier document avec ces deux figures, ces deux tableaux. Alors qu'est-ce qu'on a dans le premier tableau, la figure A? D'abord l'oxygène dissous dans l'eau à une profondeur de 2 mètres. Alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'eau du barrage Smir? Elle contient 2,6 mg par litre. Alors si je cherche cette valeur dans le deuxième tableau, les normes internationales, je trouve qu'elle est comprise entre 1 et 3, ce qui correspond à une eau de mauvaise qualité à degré d'eutrophisation élevé. Donc je note ma première constatation, oxygène compris entre 1 et 3, donc eau de mauvaise qualité. Le deuxième paramètre, c'est le taux de chlorophylle. Et on nous dit que le taux de chlorophylle dans l'eau du barrage Smir est de 13 microgrammes par litre. Alors je cherche cette valeur dans le deuxième tableau, je trouve qu'elle est comprise entre 8 et 25. C'est-à-dire eau de mauvaise qualité, à degré d'eutrophisation élevé. Donc je note ma deuxième constatation. Chlorophylle comprise entre 8 et 25, donc eau de mauvaise qualité. Enfin, le troisième paramètre, la transparence de l'eau dans le barrage Smir est de 2 mètres. Et cette valeur, elle est comprise entre 1 et 2,5. Donc, encore une fois, il s'agit d'une eau de mauvaise qualité à degré d'eutrophisation élevé. Voici la troisième et dernière constatation. Transparence comprise entre 1 et 2,5, donc eau de mauvaise qualité. Donc, vous voyez que les trois paramètres indiquent la même conclusion, c'est que l'eau du barrage Smir était de mauvaise qualité à degré élevé d'eutrophisation pendant la période de l'expérience 1993. Maintenant, on peut répondre à la question. Notre réponse à la première question pourrait être la suivante. On observe dans le document 1 que le taux d'oxygène dissous dans l'eau, c'est-à-dire 2,6 mg par litre, est compris entre 1 et 3. De même, la concentration de chlorophylle, 13 microgrammes par litre, est comprise entre 8 et 25. Enfin, la transparence de l'eau, qui est de 2 mètres, est comprise entre 1 et 2,5. Tous ces paramètres indiquent que l'eau du barrage Smir était de mauvaise qualité à degré élevé d'eutrophisation. La deuxième partie de l'exercice dit
La quantité de chlorophylle dans l'eau constitue un bon indicateur de la densité du phytoplancton, c'est-à-dire des plantes aquatiques chlorophylliennes qui enrichissent l'eau en oxygène par la photosynthèse. Le suivi de l'évolution de la concentration de la chlorophylle en fonction de la profondeur dans le barrage SMIR et d'autres barrages qui subissent le phénomène d'eutrophisation a permis de réaliser le document 2. Voici les deux figures du document 2. Alors, la deuxième question, elle est subdivisée en deux petites questions. En exploitant les deux figures du document 2, décrivez l'évolution de la concentration de l'oxygène dissous dans l'eau et la concentration de la chlorophylle en fonction de la profondeur. Petit b, expliquez les variations de la concentration de l'oxygène dissous dans l'eau et la concentration de la chlorophylle en fonction de la profondeur. Exploitons le document 2 et commençons par la figure A. Qu'est-ce qu'on a dans la figure A? La variation de la concentration de l'oxygène en milligrammes par litre en fonction de la profondeur de l'eau. Alors vous voyez que dans la première partie de la courbe, on a une faible diminution de la concentration de l'oxygène. Donc je note cette première constatation. Dans la deuxième partie, au contraire, on a une très forte diminution de la concentration de l'oxygène. Je note également cette deuxième constatation. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, la concentration de l'oxygène diminue faiblement et finit par s'annuler. Et donc, voici ma troisième constatation. Passons maintenant à la figure B. Dans la figure B, on a la concentration de la chlorophylle à deux profondeurs différentes, à 0 mètre, c'est-à-dire à la surface de l'eau, et à 2 mètres, une eau un peu profonde. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Si je fais la projection, je trouve que la concentration de la chlorophylle à 0 mètre, elle est de à peu près 27 microgrammes par litre. Donc je note la première observation, dans les eaux superficielles, la concentration de la chlorophylle est élevée, 27 microgrammes par litre. Pour 2 mètres de profondeur, on a à peu près 13 microgrammes par litre. Donc dans les eaux profondes, à 2 mètres, la concentration de la chlorophylle est faible, 13 microgrammes par litre. D'où la conclusion qu'il y a une diminution de la concentration de la chlorophylle quand la profondeur augmente. Maintenant qu'on a assemblé tous les éléments nécessaires, on peut proposer la réponse suivante. Pour la question 2 petit a, on observe dans la figure A du document 2 que la concentration de l'oxygène diminue faiblement jusqu'à 5 mètres de profondeur, puis rapidement jusqu'à 10 mètres et finit par s'annuler. On observe dans la figure B du document 2 que la concentration de la chlorophylle diminue de 27 microgrammes par litre dans les eaux superficielles jusqu'à 13 microgrammes par litre dans les eaux profondes, c'est-à-dire 2 mètres. Pour la question petit b, on peut expliquer la variation de la concentration de la chlorophylle et celle de l'oxygène par les événements suivants. Premièrement, prolifération excessive du phytoplancton, c'est-à-dire les plantes aquatiques, à la surface de l'eau. Deuxièmement, la lumière n'atteint plus les eaux profondes. Le phytoplancton vivant dans les eaux profondes n'arrive plus à faire la photosynthèse. La mort du phytoplancton des eaux profondes et diminution de la concentration de la chlorophylle. Et enfin, arrêt de la production de l'oxygène et diminution de sa concentration. Troisième partie de l'exercice. L'un des impacts négatifs de ce phénomène d'eutrophisation est la production de H2S par les bactéries anaérobies. H2S est un gaz toxique de mauvaise odeur qui peut tuer plusieurs organismes vivants aquatiques. Alors cette phrase, il faut la souligner. Elle est très importante. Vous allez voir qu'elle va nous servir dans la réponse à la question. Le document 3 montre la variation de la concentration de H2S. Voici le document numéro 3 qu'on va analyser dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la troisième question? Montrer, en exploitant les documents 2 et 3, comment le phénomène d'eutrophisation menace-t-il la biodiversité, c'est-à-dire cause la mort de certains êtres vivants du barrage SMIR.
Passons à l'exploitation des documents 2 et 3 et commençons par le document 2 qu'on avait analysé dans la question précédente. Si vous vous rappelez bien, on avait noté deux choses. Premièrement, une diminution de la concentration de l'oxygène et deuxièmement, une diminution de la concentration de chlorophylle quand la profondeur augmente. Pour le document 3, on observe qu'il donne la variation de la concentration de H2S en mg par litre en fonction de la profondeur. Et on peut subdiviser notre courbe en deux parties. Durant la première partie, c'est-à-dire jusqu'à une profondeur d'à peu près 20 mètres, la concentration de H2S reste presque nulle. À partir de 20 mètres, on constate une nette augmentation de la concentration de H2S. Donc c'est assez simple. Donc on va dire la concentration de H2S dans l'eau reste presque nulle jusqu'à 20 mètres de profondeur, puis augmente fortement. Essayons d'expliquer ces résultats et commençons par la production de H2S qu'on a observé dans le document 3. Alors si vous vous rappelez bien, dans les données de l'exercice, on nous dit que H2S est produit par des bactéries anaérobies. Donc l'origine de H2S, c'est des bactéries anaérobies qui ont proliféré, c'est-à-dire qui se sont multipliées. Alors, qui a donné l'occasion à ces bactéries de se multiplier? C'est la diminution du taux d'oxygène dissous dans l'eau. Et la diminution du taux d'oxygène est la conséquence de l'eutrophisation. Donc ça, c'est les causes. Alors, revenons à notre production de H2S. On nous a dit également dans les données de l'exercice que H2S est un gaz toxique et de mauvaise odeur. Et donc, il va causer la mort des organismes vivants aquatiques, c'est-à-dire les êtres vivants qui vivent dans l'eau du barrage. D'où la diminution via la réduction de la biodiversité, c'est-à-dire les conséquences. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour passer à la réponse. Mais avant de répondre à la question, on va d'abord faire un petit rappel sur le phénomène d'eutrophisation. Alors tout commence avec une masse d'eau stagnante, c'est-à-dire qui ne se renouvelle pas, ou bien qui se renouvelle très lentement. Alors au début, c'est une eau presque normale, riche en oxygène, et quand elle reçoit des polluants riches en azote et en phosphate, et le meilleur exemple, c'est les engrais chimiques qui contiennent de l'azote et du phosphate, alors cette eau va devenir fertile et elle va permettre la prolifération de plantes aquatiques, de phytoplancton, qui vont former un tapis vert à la surface de l'eau. Et donc, il y aura une prolifération des plantes aquatiques ou bien phytoplancton à la surface de l'eau, ce qui va bloquer l'arrivée de la lumière vers les eaux profondes. La conséquence de ce phénomène serait la mort des plantes aquatiques, c'est-à-dire du phytoplancton, qui vivent dans les eaux plus ou moins profondes, car ces plantes ne reçoivent plus de lumière et donc ne peuvent plus faire la photosynthèse et donc ne peuvent plus produire leur propre matière organique. Ça va donner l'occasion à des bactéries aérobies de dégrader cette matière organique morte, mais en consommant aussi de l'oxygène. Et donc l'eau va devenir anoxique, c'est-à-dire pauvre en oxygène. Donc, la diminution du taux d'oxygène va donner l'occasion à d'autres bactéries qui sont anaérobies cette fois, qui vont dégrader la matière organique en anaérobiose, c'est-à-dire par fermentation, et donc ils vont libérer des gaz toxiques tels que H2S et NH3. Alors répondons maintenant à la troisième question. On observe dans le document 3 que la concentration du gaz H2S reste nulle dans l'eau superficielle puis augmente fortement à partir de 20 mètres. Alors on peut proposer l'explication suivante. On peut dire que l'eutrophisation, qui entraîne la diminution du taux d'oxygène dissous dans l'eau profonde, favorise la prolifération des bactéries anaérobies qui dégradent la matière organique par fermentation, responsable de la production de H2S. L'élévation de la concentration de H2S, qui est toxique, dans les eaux profondes entraîne la mort des organismes vivants et donc la réduction de la biodiversité. Dernière partie de l'exercice.
Pour limiter les impacts de ce phénomène, les responsables du barrage ont pris, dès 1994, les mesures résumées dans le document 4 et qui ont donné les résultats montrés dans le document 5. Donc on nous dit que les responsables du barrage ont résolu le problème de cette eutrophisation, de cette pollution, par les mesures résumées dans le document 4. Donc vous voyez dans le tableau du document 4 qu'on a deux mesures. Premièrement, la vidange partielle du barrage à l'automne. Et deuxièmement, l'introduction de deux espèces de poissons mangeurs de phytoplancton et de plantes aquatiques. Donc la première mesure, la vidange, elle a permis l'élimination des eaux profondes riches en matière organique et pauvres en oxygène. La deuxième, elle a permis la diminution de la densité des plantes aquatiques. Pour le document 5, on a trois figures qu'on va analyser tout de suite. Mais avant, voyons la question 4. Décrivez les résultats montrés dans le document 5, puis montrez comment les mesures prises ont-elles pu améliorer la qualité de l'eau du barrage SMIR. Exploitons le document 4 qui nous résume les deux mesures prises par les responsables du barrage. D'abord, on nous dit la vidange partielle du barrage à l'automne. Le but, c'est l'élimination des eaux profondes riches en matière organique et pauvres en oxygène. Deuxièmement, on a l'introduction de deux espèces de poissons mangeurs de phytoplancton et de plantes aquatiques. Le but, c'est la diminution de la densité des plantes aquatiques. Donc on peut résumer et dire qu'il y a deux mesures prises. 1. La vidange partielle du barrage à l'automne. Et deuxièmement, introduction de deux espèces de poissons mangeurs de phytoplancton et de plantes aquatiques. Et là, vous voyez qu'on a utilisé ce qu'on appelle la lutte biologique. Donc on a utilisé des poissons pour éliminer le phytoplancton. Passons maintenant à l'exploitation du document 5. Je vais commencer par la figure B, vous allez comprendre pourquoi. Alors dans la figure B, on a la variation de la concentration de chlorophylle en fonction du temps, avec les années, et vous constatez qu'il y a une nette diminution de la concentration de chlorophylle à partir de 1994. Donc je vais noter cette première constatation. Diminution de la concentration de chlorophylle, c'est-à-dire diminution de la densité du phytoplancton. Ensuite, je vais vers la figure C, le tableau où on a la transparence de l'eau. Et vous voyez clairement qu'il y a une nette augmentation de la transparence de l'eau. On est passé de 2 mètres à 3 mètres,8 m, c'est-à-dire presque le double. Donc je note cette deuxième constatation, augmentation de la transparence de l'eau. Et enfin la figure A, où on constate très clairement une augmentation de la concentration d'oxygène dissous dans l'eau. Et donc la troisième observation, élévation de la concentration de l'oxygène. Alors résumons maintenant les deux documents 4 et 5. Alors les mesures prises, on a 1. Vidange partielle du barrage à l'automne. 2. Introduction de deux espèces de poissons mangeurs de phytoplancton et de plantes aquatiques. Alors quelles sont les conséquences? Premièrement, on a une diminution de la concentration de chlorophylle, c'est-à-dire de la densité du phytoplancton. Deuxièmement, une augmentation de la transparence de l'eau, qui est la conséquence de la première. Et troisièmement, l'élévation via l'augmentation de la concentration de l'oxygène. Alors maintenant, expliquons la relation entre toutes ces modifications. La vidange partielle du barrage et l'introduction de poissons mangeurs de plantes, qui sont les mesures prises par les responsables du barrage, ont conduit premièrement à la diminution de la concentration de chlorophylle, c'est-à-dire la densité du phytoplancton a diminué. Ceci a amélioré la transparence de l'eau. Donc il y a une augmentation de la transparence de l'eau. Par conséquent, la lumière peut arriver jusqu'aux eaux profondes. Et donc l'activité photosynthétique va reprendre. Les plantes aquatiques qui vivent dans les eaux plus ou moins profondes peuvent faire la photosynthèse.
et donc ils vont libérer l'oxygène, d'où l'élévation de la concentration de l'oxygène. Et donc on peut considérer que les mesures ont amélioré la qualité de cette eau. Ça, c'est les améliorations obtenues. Alors, résumons maintenant la réponse à la dernière question. On observe dans les documents 4 et 5 que les mesures prises en 1994 et qui consistent à vider partiellement le barrage et à introduire des poissons mangeurs de plantes aquatiques, le document 4, ont permis la réduction de la concentration de chlorophylle, c'est-à-dire la densité du phytoplancton. Ils ont permis également l'augmentation de la transparence de l'eau et l'élévation du taux d'oxygène dissous. On peut donc déduire que les mesures prises ont permis la réduction de la densité du phytoplancton à la surface de l'eau, rendant celle-ci plus transparente et permettant l'arrivée de la lumière aux eaux profondes. Ainsi, l'activité photosynthétique reprend dans l'eau profonde, ce qui permet la libération via la production de l'oxygène, d'où l'amélioration de la qualité de l'eau. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'exercice et la manière de répondre aux questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine.